Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette édition du 13h sur l'ORTB. En voici le sommaire. Financer des projets de développement à travers le Fonds d'investissement africain. La thématique est au cœur d'un colloque de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. La rencontre se tient à Cotonou. Préservons les zones humides. C'est sous ce mot d'ordre que se déroule le plaidoyer pour la protection et la préservation des zones humides. C'est une initiative de la Coalition Verte, un regroupement de 15 ONG. La mauvaise gestion des déchets biomédicaux, un danger pour les usagers des hôpitaux. Une de nos équipes a fait le constat au niveau de quelques formations sanitaires. Vous suivrez le reportage dans ce journal. Les directeurs généraux des organismes africains de prévoyance sociale sont en conclave à Cotonou. Il s'agit d'une rencontre de restitution de l'étude de faisabilité en vue de la création du Fonds d'investissement africain, un outil de financement des projets de développement dans les pays membres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Le reportage est signé Ghislain Bouguet et Wenceslas Arouaimo. Ils sont réunis à Cotonou pour travailler à mettre en place un outil d'intégration régionale en matière de sécurité sociale. Notre rencontre sera consacrée à la restitution par le groupe Finactu des résultats de l'étude de faisabilité du Fonds d'investissement africain FIA. L'idée de création d'un fonds d'investissement africain a germé à Genève lors de la 22e session du Conseil des ministres des pays membres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Elle se justifie par le constat selon lequel il devient difficile pour les pays africains de vivre en vase clos. À l'heure de la globalisation et au moment où seuls s'affirment et prospèrent les grands ensembles, il paraît vain que nos États continuent de choisir la voie de l'informement dans des particularismes sans lendemain. Il est donc nécessaire pour les pays africains de mutualiser leurs moyens dans leurs efforts d'éradication de la pauvreté. Les pays membres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale comptent faire de ce fonds un puissant outil de financement des projets de développement socio-économique. L'objectif de ce fonds, faut-il le rappeler, est d'une part d'assurer le financement des grands projets dans divers domaines afin de contribuer au développement économique et social des États membres de la CIPRES et d'autre part de garantir une bonne rentabilité et la sécurité des ressources des organismes de prévoyance sociale dont la gestion vous incombe. Les participants à cette réunion envisagent faire du Fonds d'investissement africain un fleuron de l'intégration régionale en matière de sécurité sociale. Une nouvelle banque s'installe au Bénin, Cori International, c'est son nom. Elle a procédé mercredi à l'ouverture de son agence principale, 6 à l'avenue Stemez à Cotonou. La cérémonie officielle d'ouverture de cette banque a eu lieu dans les locaux d'un hôtel de la place. Mylène Fanou, William Choki et Patrick Benou pour les détails. Une nouvelle banque dans la sphère économique béninoise, Cori Bank International. Créée en 2008 au Burkina Faso, elle vient offrir ses nombreux services innovants aux opérateurs économiques, aux petites et moyennes entreprises et industries, sans oublier les autres couches de la société. Les défis pour nous sur ce marché très concurrentiel sont nombreux. Il s'agit, entre autres, de participer au financement de notre économie, de participer aux efforts de bancarisation et de participer également à l'amélioration de la qualité de service. Cori Bank est présente déjà dans d'autres pays de la sous-région, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo, puis le Sénégal, des pays qui ont connu les merveilles de cette structure bancaire. Au Bénin, elle ouvre sa première agence à Cotonou sur l'avenue Stemez. Nous voudrions rassurer le monde des affaires du Bénin de ce que les meilleures pratiques qui ont fait en quelques années le succès de la filiale de Coris Bank International au Burkina Faso et surtout sa notation BBB par la West African Rating Agency sont mises en œuvre également au Bénin.
Ce n'est pas le nombre de banques qui compte. Aujourd'hui, nous sommes encore à moins de 20% d'accès de nos compatriotes aux banques. Il nous faut davantage. Mais il faut plus de banques, mais il faut plus de services bancaires et il faut des banques qui font de la banque autrement. Cory Bank International ou la banque autrement vient pour relever de nombreux défis économiques, celui de la croissance et de la bancarisation des populations. Évoquer l'historique conférence des forces vives de la nation, c'est évoquer le lieu qu'il a abrité, un lieu chargé d'histoire, mais tombé en ruine. Que devient l'hôtel PLM Alejo de Cotonou? 27 ans après les assises de février 90, nous avons fait un tour pour voir l'état de ce patrimoine. Nous retrouvons William Tchoki pour le reportage. C'est ici que le marxisme-léninisme est enterré. C'est encore sur ces mêmes lieux que le renouveau démocratique a connu naissance. La grande salle de conférence de l'hôtel PLM Alejo. Ce lundi 19 février 1990, ils étaient 493 délégués, dont 15 femmes, à prendre part à ces assises historiques, comme le montrent si bien ces images d'archives. 27 ans après, le Bénin et son renouveau démocratique continuent leur petit bonhomme de chemin, mais ce lieu d'accouchement de cette démocratie sombre dans l'oubli. Un abandon indescriptible. Les preuves sont là. Toiture perforée et partiellement décoiffée, murs décapés. Il ne reste plus rien que les ruines. Rien pour raconter à la postérité l'histoire émouvante de la naissance de la démocratie béninoise. Et pourtant, ces femmes et hommes témoins de cet événement sont là et assistent impuissants à la disparition d'un pan important de l'histoire du Bénin. On pourrait dire que c'est grâce à cet hôtel que le Bénin a évité le pire pour ses concitoyens. À l'intérieur de la grande salle poussent des herbes. Des autres locaux servent de magasins pour les documents électoraux. Au dehors, c'est un spectacle désolant qu'affiche ce haut lieu de tourisme, ce patrimoine abandonné. L'accès est peut-être interdit au public, comme l'indique cette plaque, mais les reptiles et les mauvaises herbes y ont élu domicile. PLM Alejo, dont l'inscription au fronton est presque invisible, est devenu le refuge des divorcés sociaux. Ces images frisent la volonté manifeste d'effacer une page importante de l'histoire du pays. Mais son retour dans le giron de l'État est certainement la fin de la traversée du désert pour ce patrimoine, pour sa restauration. En tout cas, c'est un défi de l'histoire. La Banque mondiale accompagne le Bénin dans la promotion du tourisme. Elle a financé le projet de compétitivité et de tourisme frontalier, un projet visant à faire décoller le secteur touristique béninois. Les travaux ont été lancés par le ministre d'État en charge du plan. Les précisions dans ce reportage. Il s'impose comme un secteur incontournable dans les échanges internationaux et le développement économique, le tourisme. C'est d'ailleurs l'une des priorités du programme d'action du gouvernement, le PAG 2016-2021. S'inscrivant dans cette logique, le ministère du Plan et du Développement vient de lancer les travaux du projet de compétitivité et de tourisme transfrontalier. Un projet qui vise à promouvoir un environnement propice à la création et à la croissance des entreprises touristiques. C'est donc le début d'un projet ambitieux, d'abord pour Ouidah, et après pour le tourisme béninois. Ce projet est donc révélateur de notre ambition de révéler notre pays. Le projet de développement touristique a reçu l'aval de la Banque mondiale. Elle y contribue à hauteur de 30 milliards de francs CFA, nous dit la représentante résidente de l'institution financière. C'est en effet un projet qui va accroître le nombre de touristes, des investissements privés dans le secteur, ainsi que les bénéfices induits vers les secteurs comme l'agrobusiness, l'artisanat et vers les services qui interviennent dans l'industrie touristique. La ville de Ouidah, quant à elle, accueille cet ambitieux projet et son maire était là pour manifester toute la joie de la grande cité touristique. Imaginez donc le nombre très important d'emplois qui seront créés sur 5 ans avec un tel investissement.
5 ans d'activité pour valoriser la destination Bénin, 5 ans pour accroître l'économie touristique avec pour résultat la création de 150 000 emplois à terme. La bonne gestion des déchets biomédicaux semble ne pas être une priorité pour les formations sanitaires. C'est du moins le constat fait. Un danger pour les différents usagers des hôpitaux, y compris les agents de santé. À travers ce magazine, nous vous invitons à comprendre davantage ce qu'on entend par déchets biomédicaux. Ils sont très dangereux comme déchets, mais on n'en parle que très peu. Et pourtant, la gestion des déchets biomédicaux est une question de santé publique. Et c'est pour cette raison qu'un décret, le décret numéro 20-02-48-4 du 15 novembre 2002, organise et réglemente sa gestion au Bénin. Par déchets biomédicaux, il faut comprendre tout déchet biomédical d'origine biologique ou non, résultant des activités médicales ou paramédicales, c'est-à-dire des activités des hôpitaux, des centres de santé de tout gabarit, des laboratoires d'analyse biomédicale et aussi des morgues. Ces déchets biomédicaux sont classés en plusieurs catégories, dont les plus courantes sont les coupants et les piquants, c'est-à-dire les aiguilles et autres, les déchets infectieux, les déchets anatomiques. Il s'agit des parties de corps humains coupées dans les salles de chirurgie. Mais comment ces déchets dangereux sont gérés dans nos formations sanitaires? Nous avons tiré la sonnette d'alarme lorsque nous avons commencé par constater sur nos dépotoirs des seringues, des déchets biomédicaux, des déchets infectieux mélangés avec les déchets solides ménagers. Et puisque Bethesda disposait de la seule décharge de Cotonou, qui est à Révier, et nous recevions les déchets de Cotonou, qu'on devait trier, nous avons constaté, noter la présence des déchets biomédicaux. Nous avons décidé d'aller dans quelques formations sanitaires de Cotonou pour nous rendre compte de la gestion des déchets biomédicaux. Nous avons choisi de ne parler que de celles qui ont un incinérateur. Le constat laisse perplexe. Nous sommes à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Le principal incinérateur ne fonctionne plus. Il y a des fois, il y a des couches qui n'arrivent pas bien brûler. Maintenant, il faut dû rester avec les fumées là, vraiment. C'est pas maintenant. Voilà ce qui nous dérange encore, c'est les barres de sécurité. Et au temps de la pluie aussi, on a beaucoup de difficultés. Le sol est jonché de tessons, d'aiguilles et autres objets qui devraient normalement être détruits par le feu. Au centre de santé publique de Ayelawadje à Akpakpa, un des 2 incinérateurs semble fonctionner correctement. La bonne gestion des déchets biomédicaux, ce n'est pas la décharge comme le DSM, des déchets solides ménagers, mais c'est l'incinération, tout au moins, de certaines composantes, n'est-ce pas, de ces déchets biomédicaux. L'unique incinérateur du centre hospitalier et universitaire de Surulere ne semble pas adapté à la taille de l'hôpital. Mieux, l'incinérateur est en pleine agglomération. J'avoue que ce n'est pas le type d'incinérateur qu'on doit avoir au niveau d'une formation sanitaire de cette envergure, quoi. C'est le semi qu'on devrait avoir normalement pour être bien à l'aise. Surtout qu'on est au niveau des habitations, on est dans une agglomération, il y a les habitations passées par là. Il faudrait qu'on ait l'incinérateur du type semi-électrique pour bien fonctionner, pour bien incinérer les déchets. La destruction des déchets biomédicaux exige des mesures spécifiques, mais pour l'heure, c'est un désastre. Dans la plupart des formations sanitaires, malgré la bonne volonté des responsables de ces hôpitaux. Incendie hier au quartier Zongo à Boikon. L'origine du feu est jusque-là inconnue. La promptitude des sapeurs-pompiers a permis de limiter les dégâts. Gilles Dansou et Françoise Insou sont allés faire le constat. Le feu a encore dicté sa loi. Grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers, il a été arrêté dans sa furie. Heureusement, pas de perte en vies humaines. L'incendie se produisait au quartier Zongo à Boikon. Explication. Pour le moment, personne n'ose nous dire exactement la cause de l'incendie. Le feu était tellement grand que on a pu chercher à se renseigner avant de l'éteindre.
Le feu a commencé par embraser des chambres. On a dû maîtriser rapidement, c'est-à-dire arrêter la propagation. Bon, pour le moment, les choses sont consumées complètement. Donc on ne peut pas réellement dire les choses qui étaient là quand il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de blessés. Des témoignages sur place. Les noués non bon, Benjamin Adon Mao, Donu Linkole, et ma blue ball, as a water lady, and nous dénageons et une tête en média. On a tout ramassé, les bagages qui est dans les chambres. Après ça, il y a un truc qui est dehors, on a tout ça ramassé. Oh ouais, sans problème. Des précautions doivent être prises pour éviter ces situations malheureuses. Feuilles et plants de maïs parsemés de trous, des épis dévastés avant même d'arriver à maturation. Le spectacle n'est pas beau. Des chenilles dévastatrices ont pris d'assaut les champs de maïs dans la vallée de l'Ouémé. En riposte, la Direction nationale de la production végétale a lancé une campagne de traitement dans les 4 communes. Plus de détails avec Jérôme Hongbo et Alexis Segbemo. Vallée de l'Ouémé, arrondissement d'Azaoulissé, nous sommes dans le village de Vegba. La chenille dévastatrice, l'Asprodoptera fujiperda, de son nom scientifique, refait son apparition. Nous sommes partis de quelques plaintes remontées par les producteurs. Très vite, nous avions rendu compte à l'autorité et depuis lors, nous avions continué d'autres activités, notamment le recensement des superficies infestées. Déjà plus de 600 hectares infestés dans les 4 communes de la vallée de l'Ouémé par cet insecte redoutable. 300 km en 30 heures. La fertilité de la femelle, 1000 œufs par adulte. Et également la capacité à s'alimenter sur près de 100 espèces. Donc en dehors du maïs, l'insecte peut s'établir sur beaucoup d'autres espèces. Premier acte de la campagne de traitement, la protection des agents, puis la préparation du produit. Un mélange d'eau avec le Périnex Quick 212 EC. La dose recommandée est de 1 litre de produit commercial par hectare. Avec l'appareil que nous avons, il faut une quantité de bouillie de 10 litres à l'hectare. Nous allons répéter le traitement. Et pour répéter le traitement, nous n'allons pas le répéter avec le même produit. Nous allons utiliser le Dursban 318 EC qui est composé de ciflutrine 18 grammes par litre et de chlorpyrifos éthyle également dosé à 300 grammes par litre. Ici, nous sommes dans le champ de Norbert Colico. La campagne de traitement vient ainsi d'être lancée. La vigilance des producteurs et l'appui de l'État et des partenaires techniques et financiers sont fortement sollicités. Nous demandons aux populations de se mobiliser pour accompagner les techniciens des cadres qui sont en train de mener l'opération. Parce que c'est une opération qui nécessite une grande quantité de main-d'œuvre. À l'État, l'État fait déjà beaucoup. Nous voudrons demander à l'État d'apporter beaucoup plus d'appui au ministère de l'Agriculture, donc au service de la protection des végétaux, parce que ces fléaux-là, on n'attend pas. Ces chenilles dévastatrices ont déjà fait le malheur des cultivateurs du département du Zou, de la partie septentrionale du Bénin et de la commune de Kétou. 15 ONG réunies au sein de la coalition verte lancent un assaut pour la protection et la préservation des zones humides. Le plaidoyer s'étendra sur les mois de février et mars dans les collèges et auprès des décideurs. La première étape a eu pour cadre le CEG d'Avagbodi dans la commune des Agégué, localité située dans une zone humide. Reportage. La coalition verte sous la houlette de l'ONG CIPCRE entreprend la campagne de protection des zones humides dans le département de l'Ouémé. Première cible choisie, les élèves qui constituent le vivier de la communication rurale. Classe Ramsa a créé, objectif, sensibiliser la jeunesse scolaire sur les zones humides et les changements climatiques.
C'est-à-dire quoi? Si dans nos activités quotidiennes, nous créons des dommages à la zone humide, nous faisons en sorte que la zone humide est de plus en plus menacée, nous faisons en sorte que ces éléments constitués disparaissent de plus en plus, nous allons de plus en plus également souffrir de ces risques de catastrophes-là. Parce que justement, les zones humides sont là pour, disons, absorber ou du moins atténuer ces catastrophes ou ces crues qui viennent. Le site Ramsar 1018 comprenant la basse vallée de l'Ouémé, la lagune de Porto Nouveau, le lac Noukoué. Les professeurs du CG à Vagbodji ont été aussi sensibilisés pour la cause afin qu'ils poursuivent les séances de vulgarisation. La stratégie englobe aussi les décideurs de haut niveau. Le mot d'ordre étant prévenir les inondations, c'est préserver nos zones humides. Les enfants peuvent éduquer les adultes. Comment? Si aujourd'hui, toi, tu apprends qu'il ne faut plus jeter les sachets par terre, qu'il ne faut plus maltraiter les arbres qui sont au niveau de l'eau, et que tu vas à la maison, tu vois ton papa qui mange, jette son sachet dans l'eau, ou bien qui coupe l'arbre en désordre. Si tu le rappelles à l'autre 1 ou 2 fois, si ton papa est vraiment conscient, il va prendre conscience et il ne va plus le faire. Donc, on va vous amener, vous élèves, vous enfants, à corriger vos parents à la maison. Éducation à présent, les collèges d'enseignement général démarrent déjà l'évaluation semestrielle. Une équipe de l'antenne régionale de Porto Novo s'est déplacée vers le CEG d'Avagbodji pour s'enquérir du niveau d'enseignement au thème du premier semestre. Le reportage avec Enoch Adandé et Emilienne Fayomi. CEG à Vagbodji, 22 février 2017. Le Conseil des professeurs est en pleine séance d'établissement des bulletins semestriels après 4 mois et demi d'activité pédagogique. 803 élèves sont inscrits dans cet établissement situé dans la commune des Agégués. Selon les propos du censeur, les moyens financiers des parents sont très limités. Nous avons mis la pression, une grande rigueur. Sinon, les parents même préfèrent que les enfants travaillent avec eux dans le champ. Samedi dernier, par exemple, on a sauté les TD pour permettre aux enfants d'aller au champ avec les parents. Et c'est parce que les enfants m'ont demandé à aller chercher de l'argent pour payer la contribution. Bon, les enfants, disons, ils ont travaillé. Quand j'ai lu un peu les résultats, par promotion, également par cycle, je peux dire que c'est pas mal. Seulement que c'est un milieu où les travaux champêtres dominent un peu. L'administration a des problèmes parce que pour récupérer la contribution, il y a une période. C'est la période où il y a la récolte, où les parents vont vendre au marché, qu'on pourra, n'est-ce pas, demander aux enfants de venir payer la contribution. La subvention de l'État a été perçue dans les délais, mais le directeur signale qu'elle n'a servi qu'au fonctionnement et quelques travaux entrepris pour augmenter la capacité d'accueil. Mais les devoirs ont été réalisés selon le chronogramme établi. Côté réintroduction du français, que peut-on attendre? En général, le français, il y a problème. Il y a problème. Moi, personnellement, en tant que professeur de français, peut-être c'est la nouvelle méthodologie d'apprendre le français aux enfants qui a fait ça, il faut que je l'avoue. Vous voyez, en notre temps, on voyait comment ça se passait. Alors, ici, maintenant, on ne peut pas dire non. Puisqu'il y a un programme, il y a une manière d'enseigner maintenant, introduire, si vous voulez, dans les formations. Les professeurs de français, n'est-ce pas, vont suivre ces formations et mettre ça en application dans les classes. Les enfants suivent, mais vraiment, ce n'est pas encore arrivé. Les préparatifs du BPC et du baccalauréat sont organisés à petits pas. Mise en service d'infrastructures marchandes à Goumori, c'est dans la commune de Banikwara. Il s'agit de 6 boutiques et des magasins, un cofinancement du conseil communal de Banikwara et de l'association pour la promotion de l'intercommunalité dans le département de la Libori, Apida, Firmin Bassao, Olviga, Messa. Un exploit pour le conseil communal de Banikwara et l'association pour la promotion de l'intercommunalité dans le département de la Libori. 3 mois à peine et tous ces joyaux sont sortis du sol à la satisfaction des bénéficiaires. Nous sommes dans la dynamique de moderniser les équipements marchands sur toute l'étendue du territoire communal. Et c'est dans ce sens qu'au niveau des grands marchés de la commune, nous sommes en train de moderniser, de construire des boutiques modernes
et des hangars modernes. Aujourd'hui, au niveau du marché de Goumori, c'est 6 boutiques qui ont été inaugurées. C'est également 8 hangars de 16 places chacun qui ont été inaugurés. Au-delà même du caractère commercial, ces infrastructures constituent un facteur d'union entre les filles et fils de l'arrondissement de Goumori. Ce ne serait pas le dernier financement que APIDA va accorder au conseil communal de Banikwara, parce que nous, on se considère comme mari et le conseil communal comme l'épouse. Quand le mari voyage et achète un pain à l'épouse, si elle l'utilise bien, au prochain voyage, on en amène davantage. Il y a eu la participation de l'APIDA à travers le Fonds de développement local, FDL, et aussi la participation de la mairie de Banikwara. Le cofinancement est à hauteur de 50%, 50%. Les services de la mairie seront toujours présents pour veiller au bon usage de ces infrastructures marchandes, rassure le maire Biosarako Tamou. Des motos flambant neuves pour les conseils communaux de Gogounou, une action sur fonds propres de la mairie qui vise à dynamiser l'administration locale. La cérémonie de remise des clés aux bénéficiaires s'est déroulée en présence de Firmin Bassao et Olviga Messan. Des parades, des démonstrations motorisées dans la cour de l'hôtel de ville de Gogounou. Une ambiance qui traduit ici la liesse des conseillers communaux après l'achat de ces engins à leur profit sur fonds propres de la mairie. La joie bien sûr, puisque aujourd'hui les déplacements seront plus faciles. On va pouvoir parcourir tous nos villages rapidement. Lorsqu'il y a des séances à la mairie, on sera toujours à l'heure. Donc vraiment nous remercions le conseil communal à travers le maire qui a pu faire ce geste-là. Vraiment, le maire nous a surpris. Malgré la crise financière qu'on vit, il a tout fait pour nous faire part de sa capacité. C'est un maire qu'on doit féliciter. Ces moyens sont venus à point nommé, car on a besoin de ça pour répondre à toutes les séances. Cette action du conseil communal vient ainsi mettre fin aux difficultés de mobilité des conseillers et aux maires de les appeler désormais à l'assiduité. Il y a 19 motos et cela c'est dans le but de dynamiser l'administration à la base, de rendre efficace et plus performant l'administration communale de Gogounou. Désormais, il faut qu'il y ait de la ponctualité dans toutes les séances qui se tiendront dans la commune de Gogounou. Qu'on ne va plus assister à des absences sans motif. Parce qu'on le dit souvent, un homme, une mission, des moyens. En dépit de la morosité économique, le pari vient ainsi d'être gagné par le maire Moutawakirou, élu il y a à peine 5 mois à la tête de l'exécutif local. Une fierté pour les bénéficiaires. Et voilà qui met un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir prêté une oreille attentive. Restez avec nous sur l'OETV.